Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sénat et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Qu'ils créent avec du tissu, des pinceaux, du papier, de la laine, de la terre, des crayons, ces entrepreneurs créatifs partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif s'est transformé petit à petit en un métier et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur Elodie, qui a créé la marque L'Honorable il y a déjà 6 ans. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans mon épisode anniversaire qui a été diffusé tout récemment. Elodie a été l'une des hôtes de cet épisode. Quand j'ai proposé à Elodie de participer à cet épisode spécial, j'arrivais pas bien à expliquer pourquoi j'avais eu ce super feeling avec elle, et c'est en réécoutant l'épisode lors du montage que je me suis rendu compte, en fait c'était parce qu'on partageait exactement les mêmes valeurs avec Elodie. Cet épisode, nous l'avons enregistré fin octobre, mais ça change pas grand-chose pour vous. Elodie nous raconte comment son aventure dans la création de bijoux brodés a démarré. Nous avons beaucoup parlé de marketing responsable et de la manière dont elle a fait évoluer son activité, notamment à cause du Covid. C'était passionnant. Bonne écoute! Bonjour Elodie, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Fait Main, bienvenue! Bonjour Mélanie, merci beaucoup pour ton invitation. Avec grand plaisir, aujourd'hui on va parler de bijoux brodés. Alors, moi je connais la broderie, je connais les bijoux, mais les bijoux brodés c'est encore quelque chose d'assez peu connu, c'est une niche dans l'univers des bijoux, c'est ça? Ouais, complètement. Après, c'est à la fois quelque chose qui a toujours existé et quelque chose où, dans ma petite tête, quand je me suis dit, tiens, je pourrais faire des bijoux brodés, ça s'est exactement fait comme tu l'as décrit, c'est-à-dire que j'ai toujours fait de la broderie de façon autodidacte et j'ai toujours fait des bijoux depuis le collier de Pâques que tu fais gamine jusqu'à l'adolescence où je vendais aux copines de ma maman. Et un jour, je me suis dit, oh là là, mais j'aimerais tellement que les deux puissent se lier. Et donc, j'ai commencé à faire des bijoux brodés. Bon, génial. Alors, comment ça a commencé tout ça? Comment tu t'es vraiment dit, allez, go? Et est-ce que c'est... Donc, je crois que tu étais designer textile, c'est ça, de formation? Oui, c'est ça. Alors, clairement, le côté amour de la broderie, des fils, des perles et des paillettes, à la fois, c'est mon métier, parce qu'effectivement, je suis designer textile. Et, en fait... toute petite, j'ai toujours eu des perles, des pompons, tout ça. Donc, ça a toujours fait partie de mes petites activités détentes. Et j'ai toujours fait mes propres bijoux. Ça, vraiment, à tout âge. Et ça a commencé suite à un boulot en salariat. La seule fois de ma vie où j'ai été salariée. Je travaillais chez Kenzo et j'étais designer textile. Et du coup, designer textile, en 2 mots, c'est que tu dessines... tout type de motifs pour la mode et pour la décoration. Donc aussi bien papier peint, tapis, vaisselle, papeterie, que des motifs d'imprimé, des motifs de tissage, de jacquard, etc. Et chez Kenzo, je dessinais des imprimés, de la maille et de plus en plus de broderie. Et puis les dernières collections qu'on avait fait, vraiment, ça cartonnait. Et plus j'en faisais, plus ça me plaisait. J'ai repris du coup un petit peu la broderie, mais alors vraiment de manière autodidacte. C'est-à-dire que tu prends ton fil, ton aiguille et tout ce qui te tombe sous la main et tu composes un motif avec, un motif coloré. Et puis après, en fait, j'ai commencé à découper d'anciennes broderies, mais comme ce qu'on peut faire pour les appliquer sur des vêtements, ce qui était ce que moi je dessinais. Sauf que je les découpais, je faisais un petit point bourdon tout autour. Et puis, je mettais une petite feutrine ou un petit cuir derrière. Je me disais, tiens, ce serait vachement bien, ça, comme broche. Et en fait, ça a commencé comme ça, de faire des grosses pièces brodées que je rebrodais moi-même. Et puis voilà, ça, j'ai commencé à en faire juste pour moi, après pour quelques amis. Et puis, un petit congé mat est passé par là. Et là, c'est vraiment, je trouve, un des seuls moments dans ta vie où tu te poses. Tu prends du recul sur est-ce que je suis encore bien là à ma place, est-ce que ça m'excite toujours autant d'être salarié, de travailler pour une marque. Moi j'avais un petit peu fait le tour, j'y suis restée 7 ans, donc au bout d'un moment je pense qu'il y a un petit ennui qui s'installe et j'ai une amie qui m'a dit mais en fait Hello, rien ne te retient, c'est-à-dire que si tu as envie de tenter l'aventure,
vas-y, justement, parce que ton bébé sera vraiment tout petit. Au pire, tu fais marche arrière, au pire, tu prends un autre job, enfin, voilà, tu auras toujours de quoi rebondir. Et un concours de circonstances a fait que j'étais à peine rentrée de congé mat, qu'on m'a convoquée. En fait, il y avait un plan de licenciement économique qui a été fait sur toute la boîte. Et moi, j'ai pu en faire partie. Et donc, vraiment, sans regret, je suis partie au bon moment, mais j'ai eu le temps de vraiment méditer la question, est-ce que je me lance ou pas, avec un petit bébé à la maison, ce qui pour moi me rajoutait quand même un stress, parce que t'avais pas que ta peau, il fallait aussi voilà, payer la nounou, tout ça. Mais je pense que c'était le bon moment. Enfin, les deux d'un coup, bon, bah allez, c'était parti. Et ça a démarré comme ça. Bon, parce qu'effectivement, ça peut être, à contrario, pas le bon moment, justement, parce que tu te dis, oula, mais exactement ce que tu viens de dire, il y a un enjeu financier, et puis il y a un enjeu, tu veux voir aussi grandir ton bébé, qui est tout bébé, et donc tu veux potentiellement Exactement. Et quand tu crées ta marque, tu bosses beaucoup. Ouais. C'est clair. Après, le truc génial dans l'entrepreneuriat, et ça je le savais parce qu'avant d'avoir été salariée, moi j'avais toujours travaillé en freelance. Donc j'étais pas maman, mais je savais que mes horaires seraient modulables, que justement si mon bébé était malade, je pourrais être auprès de lui, donc ne pas le mettre à la crèche ou chez la nounou, l'avoir avec moi et rebosser le soir. Donc rebosser le soir, ça dure quelques années, au bout d'un moment t'en peux plus, mais c'est possible. Du coup, ça te donne aussi une certaine liberté, une certaine sérénité de te dire, je vais m'arranger. S'il y a un rendez-vous chez le pédiatre un mardi à 14h, pas de problème. T'y vas, c'est juste que le mardi soir, tu finiras à 23h. Et en même temps, quand tu te lances dans l'aventure de je vais créer ma marque, je vais créer une boîte, peu importe de ce que c'est tellement excitant que oui, c'est hyper crevant, oui, c'est stressant, mais en fait, c'est ton projet personnel, donc tu l'as tellement choisi qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle, quoi. C'est pas reposant, c'est sûr, comme un bébé, mais en fait, c'est exactement ça, c'est comme si j'avais eu 2 bébés d'un coup, quoi. C'est avoir un enfant, je pense qu'aucune maman dira « Oh, c'est vraiment très très cool, hein. » Non, c'est hyper fatigant, et en même temps, c'est tellement génial que, pas de regrets sur aucun des 2 bébés, quoi. Ouais, bon, c'est top. Et puis, je pense que si tu te poses trop la question aussi, et ça, par la suite, après, quand j'ai eu une deuxième et que j'étais enceinte, et que d'autres créatrices me disaient « Ah là là, mais t'attends un enfant? Ah ouais, t'es dingue. » Je dis « Bah non, c'est une deuxième. » Là, c'était... ça les scotchait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de créatrices qui se disaient « j'ai monté ma marque il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais je vais attendre d'être rentable, je vais attendre de vraiment pérenniser mes collections, ma clientèle, etc. Et ensuite, je passerai à l'étape bébé. Et après, c'est vraiment juste mon ressenti, mais... je leur dis, en fait, si tu sens que c'est le moment dans ta vie d'être maman, ta boîte, ton projet, ça pourra toujours attendre. Il y aura toujours une collection, il y aura toujours une prochaine Fashion Week, il y aura toujours des boutiques qui seront intéressées si ton produit est bien fait, bien conçu, joli, tout ça. Les gens seront là. Par contre, après, l'inverse, c'est pas toujours possible. Donc, j'ai vraiment, ça a été épuisant, clairement, comme période, mais j'ai aucun regret d'avoir fait les choses dans cet endroit-là. Ouais, bon, c'est hyper intéressant comme message, comme retour d'expérience, parce que c'est exactement ce que tu dis. En fait, on se met soi-même souvent des barrières en disant il faut que avant de faire ça, il faut que je fasse ça, et en même temps, les choses, sont jamais vraiment écrites à l'avance, etc. Et encore plus pour une grossesse, quoi. C'est tellement compliqué déjà de tomber enceinte potentiellement que. Exactement. Alors que par nature, moi, je suis vraiment dans la team. Ah non, mais moi, je lance un truc quand tout est carré, bien fait, nickel, sinon rien. Mais je pense que assez instinctivement, en fait, puis bon, je savais que c'était pas forcément simple d'avoir un bébé, que c'est pas parce que t'as choisi d'en avoir un que pouf, 9 mois plus tard, tu l'auras dans les bras. Donc, en étant passé par certaines épreuves avant, c'était vraiment non, en fait, ça ira. Si le bébé est prêt à venir maintenant, moi je suis prête à l'accueillir et moi je suis prête pour créer ma boîte maintenant, donc allons-y. Après c'est clair que c'est pas des années où on dort beaucoup, mais bon, c'est surfait de toute façon. L'excitation qui fait que ça va atteindre. Ouais, totalement. Alors là, à qui dit. Ok. Et
T'es comme ça dans la vie sur tous les aspects ou c'est là particulièrement sur ce moment-là où t'étais comment dire, à la fois zen et à l'écoute des signes de la vie? Ben, on va dire que je pense que je le deviens. Il y a 10, 20 ans, non, je pense pas que j'étais autant que ça. Après, oui, tu sais, c'est un peu la sagesse que tu acquiers avec le nombre des années, tout ça. Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu peux te précipiter parfois et dire ah là, bah si j'avais su, j'aurais vraiment fait les choses différemment. Maintenant, je pense que je vais me précipiter sur certains projets, hein, peu importe, familiaux ou professionnels, mais en me disant, en fait, j'y vais en sachant que tout peut arriver et que c'est pas grave. Enfin, les deux choses pour moi sont très souvent liées. Enfin, ma vie de maman fait beaucoup écho à ma vie d'entrepreneur et réciproquement, parce que tu fais que apprendre. Et ce qui va marcher avec ton petit de 2 ans ne marchera plus du tout quand il en aura 3 ou 4. Et pareil dans ton entreprise, quand tu es en lancement, tu travailles pas du tout de la même manière que quand tu as un peu pérennisé le truc, fidélisé ta clientèle. Mais en même temps, il y a toujours des nouvelles choses qui vont qu'il va falloir accueillir en fait. Ton site, il va falloir le refaire régulièrement. Tes collections, il faut les renouveler sans cesse, que ce soit en termes de design, en termes de projets, de techniques, de matières. Faut trouver de nouveaux clients. Les réseaux sociaux, on voit à quel point ça va vite. Donc il faut sans cesse rebondir. Moi, j'ai l'impression, par exemple, tu vois, alors, je suis principalement sur Instagram, mais pas trop les autres, parce que déjà, je trouve ça demande tellement de temps que je crois que j'ai laissé tomber tous les autres. Mais à peine je suis rodée sur certaines fonctionnalités, ah bah ça y est, il y a des nouvelles qui arrivent. Mais dès lors où t'acceptes que c'est comme ça, qu'il y aura jamais un truc vraiment tranquille pépère, bah t'y vas. Enfin, comme avec les enfants. Ah ouais. Il y a aucun moment où tu dis ah là ça y est, c'est bon. Ils ont acquis l'âge de la sagesse, je vais me détendre. Ah non, ça n'existe pas en vrai. Bah, ou tu peux te le dire, mais ça dure 1 journée, 2 jours, 3 jours, mais c'est pas tellement long. C'est ça. T'as à peine le temps quand même que la sérénité s'installe vraiment. 1 ou 2 jours, c'est facile. Mais si t'attends pas plus, bah ça va. Puis le lendemain, tu te lèves en disant bon bah advienne que pourra, et puis c'est parti. Nouveau défi. Exactement. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Chaque jour son défi. T'as quel âge si c'est pas indiscret? 39 ans, maman de 2 enfants. Ouais, tu parles de sagesse et du fait que ça arrive avec l'âge, etc. Et moi j'ai 41 et effectivement je ressens la même chose. Je me dis que c'est vraiment... Ah bah voilà, la sagesse nous gagne. Ouais, c'est ça, le cheminement de pensée. En fait, il y a un moment donné, oui, les choses se construisent petit à petit dans ta tête finalement. Et voilà, là, il se trouve, oui, que c'est un peu dans un mouchoir de poche en termes de temps. Et effectivement, oui, il y a 30 ans, ou tu vois, ou 28, 29, t'étais sans doute pas dans le même cheminement de pensée. Non, complètement. Et puis, tu vois, pour avoir été, alors j'avais pas ma propre marque, mais je travaillais en tant qu'indépendante à la vingtaine, etc. Et en fait, j'avais que ma peau à penser. Et du coup, n'importe quel projet excitant qui passait par là, même s'il était, alors parfois c'était sous-payé, parfois ça demandait un travail colossal, c'était pas rentable, parfois pas de panique, c'était très bien payé aussi, mais en fait, peu importe les contraintes et certains désagréments, si le projet, moi, il était inspirant pour moi, je disais juste banco. La deadline, elle était dans 3 jours, bah c'est pas grave, en fait, pas de problème, je vais pas dormir, pas manger, je ferai ça plus tard. Donc il y avait, voilà, le côté un peu innocent de la jeunesse. Tout était faisable. Après, c'est juste que oui, quand t'as des enfants, faut un peu plus réfléchir les choses parce qu'ils sont quand ils sont petits, ils sont quand même très dépendants de toi. Mais après, ça s'organise différemment et je pense que tu savoures aussi différemment les projets dans lesquels tu te lances un peu à corps perdu. Tu sais que tu vas pas pouvoir faire la même chose que si tu étais vraiment toute seule parce que tu as une intendance, l'école s'arrête vraiment très très tôt en France, enfin voilà. Mais du coup, tu apprécies d'autant mieux et réciproquement. Moi, j'ai toujours adoré mon boulot, j'ai la chance d'en avoir toujours eu et des projets vraiment assez passionnants de façon générale.
Du coup, quand j'ai fini le boulot, je profite à fond de ma famille, de mes enfants, etc. Donc ça, c'est... Voilà, vivre les deux intensément, c'est une chance aussi de savoir faire la part des choses et de laisser de côté les trucs qui sont un peu anecdotiques. Voilà, je perds pas de temps avec ça et tant pis, c'est pas grave. Ouais, ça marche. Là, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu as lancé ta marque L'Honorable? Eh bien, ça va faire 6 ans. Ah ouais. Quand je dis, c'est comme les enfants, en fait, j'ai pas l'impression qu'ils ont l'âge qu'ils ont, mais si, ça fait déjà 6 ans. Ouais. En général, les 3/4 des marques dans les univers de la mode, ça ferait 12 collections. Après, ça c'est pareil, c'est quelque chose que le freelance m'avait appris et que mes années chez Kenzo aussi m'avaient appris, c'est que 2 collections par an, en fait, c'était trop pour moi, dès le début. Donc je crois le premier salon que j'ai présenté, j'avais nommé ma collection printemps-été ou automne-hiver, je sais plus, mais plus par rapport aux acheteurs, pour qu'ils soient pas perdus. Et dès la deuxième, je me suis dit, non, en fait, c'est pas possible. Et c'est parfaitement, enfin, là, c'est vraiment juste mon avis, mais je trouvais ça ridicule dans l'univers du bijou de faire 2 collections par an. Surtout quand j'ai compris très vite que je serais beaucoup vendue à l'étranger, mais hémisphère nord, hémisphère sud, et du coup, il y avait des gens qui, en voyant ma collection, se disaient, ah là là, mais ce coloris va être parfait pour cet hiver, et le même modèle était acheté pour un pays qui était de l'autre côté du monde, en disant alors ça cet été c'est parfait, ça va être frais, ça va être léger, ça va être gai. Et donc au final je me suis dit ok, donc en fait je vais continuer de faire juste ce qui moi me plaît et ce qui m'inspire, et derrière chacun viendra y puiser ce qui l'intéresse. Mais en fait les 2 collections par an, à part si tu fais vraiment du prêt-à-porter et que t'as des matériaux d'été et d'hiver, mais tout le reste de la création, je pense qu'une collection annuelle, pourquoi pas avec des petites capsules éphémères, été-hiver, voilà. Mais c'était trop. Et du coup, 6 ans, ça fait 6 grosses collections. Mais je ne me serais pas vue, en étant toute seule en plus, à les créer et personnellement à les produire. Travailler sur 12 collections par an, c'est tellement gigantesque, c'est trop en fait, c'est trop. Et c'est ce qu'on reproche aussi à la fast fashion. Alors évidemment, on n'est pas sur 2 collections dans l'année dans la fast fashion, on est à une collection tous les 15 jours, j'en sais rien. Enfin, donc c'est trop. Donc c'est ça aussi un peu le côté slow fashion ou exactement, c'est revenir à la source et se dire en fait quels sont les besoins des consommateurs. Est-ce qu'on est obligé de tout déjà jeter à la poubelle, parce qu'à chaque fois que tu lances un nouveau modèle, une nouvelle robe, un nouveau sweat, il y a toute une équipe derrière qui va retravailler le produit, alors que si tu fais un reconduit de la saison passée, celui qui a bien marché, qui est déjà parfaitement coupé, éventuellement tu peux changer le motif, le tissu, mais il y a tout un boulot que tu peux t'économiser, et là petit à petit on va s'éloigner de la fast fashion parce qu'on n'est pas obligé de 100% tout jeter. Il y a des modèles qui seront tout à fait encore très tendance, très à la mode, qui plairont 1, 2, 3 saisons plus tard. Après, à chacun aussi de retwister une pièce avec autre chose dans sa garde-robe, et c'est comme ça que tu arrives à avoir un changement sans acheter chaque saison, et balayer tout ce que tu as pu porter l'année d'avant. Ça, c'est pas possible. C'est clair. Et en plus, moi, les pièces que je fais, comme c'est des pièces faites à la main qui demandent vraiment du temps, et puis tu sais, elles sont un peu en relief, etc. C'est vraiment comme des petits objets brodés. Moi, j'avais dans l'idée, et j'étais hyper contente parce que mes clientes ont tout de suite pigé le truc, que ce soit des pièces que tu collectionnes, que tu vas porter, et puis que tu vas offrir en fait à tes enfants plus tard, que tu vas garder chez toi et mettre sur une petite étagère si t'as plus envie de la porter. Mais exactement, c'est un objet que tu vas garder après. Et ça me plaisait beaucoup, et ça a été reçu comme ça. Ouais, c'est chouette ça. Je pense que c'est possible, et c'est déclinable sur plein d'autres produits. Ouais, c'est hyper intéressant. Moi, ça me fait penser à 2 choses. La première, c'est typiquement qu'il y a plein d'entreprises qui sont dans cette logique-là de reproposer finalement, ou d'avoir des collections qui durent des années. Je pense à Ikea. Tu vois, les étagères Billy, je pense qu'on en a tous eu à un moment donné chez nous. Si tu veux en acheter encore aujourd'hui, tu peux. Sans que ce soit totalement vintage, oui. Tu vois, donc ça, je trouve ça chouette. Et l'autre truc, c'est le marketing de l'urgence.
moi, j'ai vachement de mal avec ça. Donc, marketing, c'est mon métier. Et le fait d'être toujours pressé, finalement, par... euh, comment dire? Tu sais, quand tu vas dans un magasin, tu te dis, ah, en fait, ça se trouve, la semaine prochaine, il n'y en a plus. Donc, t'es obligé. Enfin, t'es obligé. Complètement. T'es pas obligé, il n'y a la rien qui t'oblige. crée le désir. Alors, c'est sûr que voilà. c'est vrai que en soi, c'est une logique qui se tient. Et en même temps, oui. À l'heure où on est, et avec tout ce qu'on a vécu, là, les 3 dernières années, non, enfin, et puis c'est pas très long, en fait, ça te demande de prendre 3 secondes avant de mettre un truc dans ton panier, panier virtuel ou panier physique, et te dire, bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Combien de fois je vais m'en servir? Et est-ce que j'ai pas déjà un truc qui ressemble de loin à ce que je suis en train d'acheter? Et déjà, là, je pense que tu réduis par 2 tout ce que tu consommes. Vraiment. Mais pareil, en termes de gaspillage alimentaire. Tu fais le fond de tes étagères de ton frigo, je pense que déjà, t'as quelques repas d'avance avant d'aller faire tes courses et dire, oh non, mais ce vieux truc, tout fripé, c'est bon, je vais le balancer parce que j'en ai des tout neufs que j'ai acheté ce matin. Et c'est vraiment une logique qui, j'espère, hein, mais enfin, je crois, petit à petit, va s'installer pour tout. Bah, j'espère, mais tu vois, je me dis que c'est difficile pour les enfants. Donc c'est vraiment, je trouve, un combat. N'ayons pas peur des mots, avec un grand C majuscule. Pour les jouets, tu veux dire, ou pour les vêtements? Les vêtements, un peu tout, si tu veux. Moi, j'ai le sentiment... moi, j'essaie vraiment d'être dans cette logique-là de consommation raisonnée, etc., pour tout. Mais quand je vais avec mes filles, donc elles ont 10 et 13, quand je vais avec elles dans les magasins, soit parce qu'elles ont besoin de vêtements ou de choses comme ça, alors déjà, globalement, pour les enfants... quelque part, je sais pas si t'es obligé, évidemment, il y a plein de marques pour les enfants qui sont sans doute plus éco-responsables, mais c'est vrai que peut-être un peu par facilité, etc. Moi, j'en achète encore à Gémeaux et à Kiabi. Et donc, tu vois, il y a ce sentiment de dire, t'achètes des trucs pas chers, tu sais que ça va pas durer dans le temps, etc. Alors, je me réconforte en me disant, moi, j'ai 2 filles, donc potentiellement, déjà, la deuxième va pouvoir utiliser ce que j'ai acheté pour la première. On va pouvoir hériter de la première. Voilà, bon, alors avec les inconvénients que ça comporte, parce que du coup, elle se rebelle un peu en disant ouais, mais j'ai que les affaires de ma sœur, etc. Donc et en réalité, je lui achète toujours des petits trucs pour elle, mais bon, bref. Et donc il y a ce côté où je sais qu'il y a d'autres alternatives, mais c'est vrai que bon, le quotidien fait qu'à un moment donné, tu vois, genre elles me disent le samedi matin, mais il me faut un jean. Ok, bon bah on va dans le centre commercial qui est à côté et on achète un jean quoi. Par facilité. Donc, je sais qu'il faut changer ce mode de fonctionnement, etc. Je l'ai pas vraiment encore pour ma propre garde-robe, mais je pense que j'achète moins parce que forcément, déjà, on grandit plus. On peut grossir, on peut maigrir, mais on grandit pas. Donc déjà, ça évite d'acheter trop souvent. Mais oui, le côté... moi, j'essaie souvent de leur dire, mais écoute, si t'en as vraiment envie, on peut revenir et regarder, etc. Mais je sais qu'au fond de moi, je me dis, bah oui, mais ça se trouve, dans une semaine, le truc, il n'y est plus, ou demain, déjà. Donc, tu vois, il y a tout ça qui me dérange un petit peu. En même temps, nous, on a tellement grandi là-dedans que c'était un luxe et une chance, et que nos parents, ça leur faisait plaisir de pouvoir offrir, etc., que là, il faut déconstruire tout un modèle, et ça se fait pas, c'est pas parce que tu le sais que tu arrives à le faire comme ça du jour au lendemain. Et en plus, je pense que tes filles ont précisément l'âge où ça va commencer à être compliqué. Parce que tu vois, les miens qui viennent donc d'avoir 5 et 8 ans, et en plus c'est 2 garçons, alors mon deuxième qui adore les chaussures, alors il réclame souvent des nouvelles paires de chaussures, par principe, hein, en fait, en cadeau d'anniversaire, je veux des chaussures, le Père Noël, des chaussures, très bien, c'est son truc. Et en fait, si je ressors d'anciennes paires de chaussures de son grand frère, bon, je les retape un peu, qu'elles fassent pas trop pourries, et je lui dis, tiens, là, il y a une nouvelle paire qui est à ta taille, en fait, il est hyper content parce que c'est nouveau. Pour autant, il sait que c'est une paire de chaussures qui a été portée par son frère. Pareil pour les vêtements. Juste le fait que ce soit nouveau, qu'il n'ait pas déjà porté, ça lui change la tête, il est super content. Après, je me doute que quand on va s'approcher doucement de l'adolescence, probablement ils auront les mêmes demandes que tes filles. Mais comme ça se travaille aussi au quotidien, et que je leur apprends de pas gaspiller des choses. Après, de temps en temps, je repère aussi des petites intentions de leur part. Ils récupèrent 3 bouts de trucs et ils me disent « Ah maman, avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer ?»
Et je me dis, bah, c'est bon, ils ont tout compris. Parce qu'on va pas jeter, potentiellement, ça, on va en faire autre chose, on va donner une deuxième ou une troisième vie. Soit un vêtement, bah, ton pantalon tout troué, déjà, on va le garder pour quand on ira faire des balades en forêt parce qu'on s'en fiche qu'il ait plus d'allure. Après, quand il sera vraiment éclaté, on t'en fera un short pour l'été prochain. Et après, en bout de course, oui, tu peux découper dedans et bricole-toi un truc pour tes petits Lego, je sais pas quoi, pour tes jouets. Ouais, t'as raison. Donc, il y a quand même des petites, voilà, c'est même des petites graines et je me dis que si on n'a pas trop mal fait les choses dans 10 ans, ça devrait bien se passer. Mais de toute façon, ils ont tellement pas le choix que va falloir forcer le trait. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, c'est ça pour les vêtements, mais pour un peu aussi tout, quoi. Moi, elles lisent beaucoup, donc c'est vrai que et puis j'ai un peu du mal à leur refuser des livres. Moi, j'adore les livres. Donc c'est vrai que c'est notre plaisir. On va beaucoup à la bibliothèque, mais bon, on aime bien aussi avoir nos propres livres ou faire des collections de livres, etc. Ouais. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ça, garder ce que t'as adoré lire pour les relire plus tard, te faire une petite collection. Ouais. C'est sûr. Mais un livre, enfin, il y a plein de familles où tu gardes des collections entières, des collections de BD, des collections, je sais pas, bibliothèque ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est juste une génération plus tard. Tu ressors tout, ça resserre et c'est trop bien. Dès lors où tu balances pas, soit ça finira plus tard en seconde main, soit tu vas donner à tes neveux, tes nièces, dans une asso, ou alors, si t'as du bol, ce sera pour tes petits-enfants plus tard. Ouais, tu vois, moi, c'est déjà ce cycle-là, je le pratique déjà, mais c'est vrai que l'achat du neuf, je vois bien qu'on en est encore assez dépendant, quoi. Et puis, c'est un automatisme. Mon mari, il est beaucoup plus... tu vois, tout de suite, il va se dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas déjà ça sur le Bon Coin, tu vois? Moi, je commence à l'avoir, mais... Et puis pareil, dès qu'il y a un truc dont on se sert plus, bon, je le mets sur le Bon Coin, etc. Mais bon, bref, pour revenir à ce marketing de l'urgence, c'est vrai que je trouve ça super chouette que tu aies des collections à l'année, quoi, et que ce soit pas tout le temps le nouveau truc, etc. Et pareil dans le fait de devoir se précipiter pour acheter quelque chose, parce qu'on sait que potentiellement c'est des ventes éphémères, et que s'il y en a pas là, j'en aurai plus jamais de ma vie, quoi. Après, je pense que les grosses marques ont vraiment un regard que moi j'ai pas. Alors, j'ai travaillé pour des grosses marques, mais là pour l'honorable, je peux clairement pas penser comme ça parce que comme c'est fait main, c'est moi qui crée chaque pièce, du coup j'y passe du temps. En fait, ça me fera pas vraiment plaisir que quelqu'un achète quelque chose pour un coup de cœur et ne portera jamais le bijou. Enfin, moi, le plus beau compliment, c'est quand je vois les pièces portées, quand je reçois des photos sur Instagram de mes clientes qui ont fait un petit look et qui me disent aujourd'hui, je suis sortie avec telle pièce, j'ai eu un compliment, ça m'a fait super plaisir. Là, c'est génial. C'est vraiment des pièces qui sont faites pour être portées. Donc, l'achat coup de cœur, juste pour grossir ton chiffre d'affaires, mais que derrière, la personne n'en a pas vraiment besoin et ça va être bougné au fond du dressing. Non, ça m'intéresse même pas, donc je vais même pas essayer de faire ce genre de vente. Faire ces ventes. Alors, je pense qu'il y a tout un tas de stratégies pour y parvenir, exactement. Et en plus, ce qui est très cool, c'est que moi, c'est assez récent, mais depuis que je travaille en B2C, donc en vente directe pour mes clients particulières, tu fais aussi un petit travail d'accompagnement là-dedans. C'est-à-dire que je vais souvent recevoir, comme c'est des pièces haut de gamme, parce que ça prend du temps, etc., c'est pas un achat comme tu vas acheter une petite broche fantaisie à 15 €. Du coup, ça va demander un petit temps de réflexion et parfois, il y a des échanges qui se font en amont, sur Instagram notamment, messages privés. Et je vais vraiment, moi, vraiment bien volontiers leur dire, mais si t'es pas sûr de la couleur, prends ton temps, regarde, il y a ce modèle qui est peut-être plus petit, ou alors n'hésite pas à prendre, je sais pas, tel oiseau parce que il y a telle couleur, si ça c'est ta couleur préférée, que t'as un coup de cœur pour ça, prends le temps, va voir les shootings que j'ai fait parce que tu verras différentes mises en situation. Et c'est vraiment pas stresser les clientes, pas les précipiter. Et en général, en fait, elles reviennent. Parce que si elles ont aimé, elles vont soit prendre le temps de se dégager le budget, soit elles ont déjà le budget, c'est pas du tout une question. Mais par contre, prendre le temps de choisir la bonne pièce. Comme tu prends le temps parfois pour acheter un cadeau, mais vraiment à une amie qui t'est chère, tu vas pas prendre un truc à l'arrache avant d'aller prendre l'apéro chez des copains. Tu vas vraiment réfléchir qu'est-ce qui lui fera très plaisir.
Et ben moi j'ai envie qu'on puisse offrir mes pièces un peu de la même façon. Je vais me faire un cadeau, je vais y mettre le prix. Quelle pièce je vais vraiment avoir envie de porter sur ma veste tout l'hiver, mais aussi l'hiver prochain. Et puis l'été, je pourrais la mettre sur ma petite robe et puis sur ce sweat-là. Et puis et ça, je trouve ça génial. Ouais, c'est clair. Non, mais j'espère vraiment qu'on va un peu dans cette logique-là. Après, je me dis certainement que nous, on a un gros biais de voir les choses comme ça et d'avoir l'impression qu'il y a plein d'initiatives de ce type-là ou que les gens vraiment réfléchissent d'une autre manière. Et parce qu'en réalité, on sait très bien qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est pas des sujets parce qu'ils ont un milieu de ça, quoi. Complètement. Mais c'est pour ça que c'est vraiment aux marques de se responsabiliser, de dire non à certaines façons de faire, certaines façons de produire, la quantité des collections, le surplus qui va être détruit, enfin tout ça en fait. D'une, c'est pas respectueux pour la planète, c'est sûr, mais c'est tellement pas respectueux non plus pour les gens qui ont bossé derrière. Enfin, on se rend pas compte de, avant d'avoir un pantalon, le nombre de personnes qui ont travaillé dessus pour élaborer la pièce, la calculer, la chiffrer, faire des essayages, la prendre en photo, la mettre en ligne. Il y a vraiment une chaîne qui est constituée de X personnes. Et en fait, s'il y a toute une partie qui est faite pour être brûlée à la fin, il y a eu le respect du travail de chacun. Et ça, c'est clair. C'est en ça où j'adore moi l'artisanat, parce qu'il y a vraiment une production qui est faite en direct avec un questionnement qui est pas du tout le même. Et du coup, je regrette pas d'avoir quitté la partie post-production du prêt-à-porter. Ouais, c'est clair. Et alors, donc tu disais aujourd'hui, tu vends principalement en B2C, donc aux particuliers. Avant, c'était pas le cas. Tu vendais beaucoup à l'étranger, c'est ça, et pour des distributeurs qui revendaient. Hein. Oui, complètement. C'est-à-dire que, en gros, il y a eu le avant-après Covid pour moi. C'était très radical. Avant Covid, je pense qu'on n'était pas loin de 99,9% B2B. Donc, que des boutiques, que des revendeurs, beaucoup de multimarques, de grands magasins et je pense un bon 70% à l'étranger. Notamment dans les pays où il y avait un pouvoir d'achat supérieur à la France, aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, en Corée, etc. Et en fait, moi, le salon B2B que je faisais, qui était déjà très haut de gamme, me faisait comme une présélection des acheteurs qui venaient pour des pièces qui étaient déjà très pointues en termes de design, qui donc n'étaient pas surpris du prix parce qu'ils comprenaient immédiatement le travail qui était fait derrière. Donc il n'y avait pas d'éducation à faire à ce niveau-là. Et après, pour la France, c'était aussi bien des multimarques, des concept stores, que parfois des toutes petites boutiques. Et je crois que c'est en France, en tout cas, c'est peut-être mes boutiques préférées, parce qu'il y avait un coup de cœur vraiment supérieur. Et c'est pas des gens qui venaient acheter des pièces haut de gamme. C'est juste qu'il y avait un coup de cœur pour le savoir-faire qui était derrière. Et ils avaient envie d'en acheter. Donc souvent, ils prenaient des petites commandes, mais c'était des super vendeuses. Parce qu'en fait, comme ça les avait touchées, elles, personnellement, elles savaient très bien vendre ça à leur clientèle. Enfin voilà, ça a fait partie des très belles rencontres des boutiques en France. Mais oui, principalement à l'étranger. Puis le salon qui a eu lieu juste avant l'annonce du confinement, etc., on entendait déjà un peu parler du Covid, moi je m'y étais pas inscrite parce que ça faisait un petit temps que je me questionnais. Je disais, j'aimerais bien découvrir le B2C, mais je savais clairement pas comment, puisque j'avais toujours travaillé que sur ces salons-là, et toutes les commandes que j'avais, moi, me suffisaient pour tenir l'année. Donc, je crois que j'avais un e-shop que j'avais créé en même temps que le site, mais sur lequel je n'étais jamais allée, je connaissais pas mon mot de passe, j'avais donc pas participé au salon juste avant le confinement. Et j'avais bien fait parce que j'avais des retours d'amis créateurs et créatrices qui m'avaient dit que ça avait été assez catastrophique, hyper anxiogène comme ambiance, où les gens savaient pas s'ils devaient entrer dans le stand, parler à distance. Enfin, c'est très très bizarre comme ambiance. Et puis du jour au lendemain confiné, les boutiques fermées, les salons annulés. Là clairement un petit vent de panique. Et en même temps, le tourbillon de la vie de maman. C'est-à-dire que faut gérer le quotidien, faut faire 150 repas par jour, faut faire l'école à la maison. Et puis aussi un recul qui s'est fait par rapport à mon travail tout de suite. C'est-à-dire que passer le premier stress de « ah mince, ma boîte va couler », c'est sûr.
Juste après, ça a été en fait, il y a tellement plus grave, quoi. Enfin, la situation, tout ce qui se passait, on comprenait pas encore très bien ce qui nous était tombé dessus. Et puis, au fur et à mesure des mois, moi j'avais prévu de refaire mon site un jour quand j'aurai le temps. Voilà, c'est bien tombé. Du coup, j'ai retravaillé complètement mon site internet. J'ai demandé une formation à mon web designer sur j'ai un e-shop, mais je ne sais pas du tout comment ça marche. Et puis quand les boutiques ont commencé à rouvrir et que les salons, ça a mis un peu de temps, hein, peut-être un an et demi après, je sais plus, se sont relancés. Moi, j'avais ouvert mon e-shop. Je m'étais aussi un petit peu intéressée à Instagram parce qu'effectivement, j'avais un compte, mais alors là, j'étais plus qu'irrégulière, c'est-à-dire que je pouvais être 3 mois sans poster, il y avait aucun problème là-dessus. C'était le petit truc fun, c'était la récréation Instagram, quoi. J'y allais pour voir des jolies choses, parler avec d'autres créatrices, c'était sympa, mais pas plus que ça. Et au final, quand le e-shop a été prêt, je me suis dit, ok, mais maintenant que j'ai un truc qui fonctionne et qui est destiné au B2C, comment on fait pour contacter les gens? Et donc là, j'ai commencé à faire une petite newsletter, qui est encore très très irrégulière, mais donc à glaner quelques emails par-ci par-là, à prendre goût en fait, à travailler sur Instagram, chose qui pour moi était pas du tout concevable, hein, parce que les réseaux sociaux de base c'est vraiment vraiment pas du tout mon truc. Autant Pinterest, j'y allais assez facilement parce que c'est joli, ça fait du bien, c'est un peu comme feuilleter un magazine en ligne avec des belles images qui vont t'inspirer sur le jardinage, la déco, faire des gâteaux, tout ce que tu veux. Mais là, d'un point de vue professionnel, je savais pas trop comment ça allait se passer. Et en fait, il s'est passé le truc très très cool que les gens qui s'abonnaient à mon compte étaient des gens passionnés par le fait main, par l'artisanat, qui étaient amoureux de la couleur comme moi, qui aimaient la broderie ou qui brodaient eux-mêmes. Et du coup, là, j'ai découvert ce que c'était que d'avoir ce qu'on appelle une communauté et d'échanger avec des gens où on partage des valeurs, on partage des loisirs, des savoir-faire. Et là, génial. Et en fait, ça s'est vraiment développé, je pense, grâce à ça. Et je suis retournée au salon suivant, le premier salon qui a rouvert, mais pas en tant qu'exposante. Là, j'étais en tant que touriste, on va dire, pour étudier comment ça se passait. Et pendant 1 an et demi, donc tu vois, jusqu'il y a 6 mois à peu près, c'était assez désert. C'était assez compliqué pour les exposants. Il y avait très peu de visiteurs étrangers toute la première année, après le confinement. Et puis moi, il n'y avait pas du tout ma clientèle. Les japonaises étaient pas du tout revenues, les américaines non plus, les anglaises très peu. Le Brexit là-dessus, tout ça. Donc en fait, je me suis dit, si ça se trouve, voilà, c'est vraiment une autre page de la petite aventure de ma marque qui est en train de s'ouvrir, et ça va être le B2C. Et en fait, ça me plaît de plus en plus. Donc j'ai pas de regret d'avoir arrêté les salons. Je dis pas que j'en referai pas un jour, parce que c'est presque un métier différent. C'est une autre échelle de production, c'est une autre gestion des commandes, les relations humaines sont pas du tout les mêmes. Et dans les deux cas, j'ai fait des très belles rencontres, etc. Je peux pas dire que j'ai eu vraiment de mauvaises rencontres. Par contre, le côté B2C, là, on est dans un rapport beaucoup plus intime, avec en plus le bijou tel que moi je travaille. Ouais, complètement. Le bijou tel que moi je travaille, c'est vraiment un objet intime et précieux, et du coup qui va avoir une histoire pour moi quand je l'ai créé, qui va avoir une histoire pour la personne qui va se l'acheter ou l'offrir à quelqu'un de proche. Et en général, il y a plein de confidences qui se font autour de ça. Et soit je reçois, comme je disais tout à l'heure, des petits messages avant la commande, soit une fois que la pièce a été offerte ou qu'elle a été reçue, j'ai eu des témoignages. Je pensais pas en fait que ça pouvait toucher les gens qui les recevaient autant que moi ça pouvait me toucher quand je le créais. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Et est-ce qu'il y a, à ton sens, ce sentiment-là qui se crée aussi parce que tes pièces ont un certain coût, nécessairement, un certain prix, parce qu'effectivement, comme on disait, c'est plutôt un positionnement de gamme pour tes créations, parce que derrière, c'est artisanal avec un long savoir-faire que tu as mis longtemps à apprendre, etc. Et puis, ça prend du temps à faire.
est-ce que le fait que les créations aient un certain prix, est-ce que ça joue pas un peu aussi dans ce rapport-là? Parce que du coup, c'est quelque chose que tu chéris encore plus parce que tu l'as choisi, tu as mis du temps sans doute dans la réflexion, etc. Et toi, tu mets une valeur particulière pour ce bijou. Complètement. Je pense que oui, dans le sens où l'attente va un petit peu créer le désir aussi. Et c'est arrivé assez souvent que des personnes me disent ah là, j'ai repéré une pièce sur votre e-shop, je sais déjà ce que je vais m'offrir, ce sera pour mon anniversaire l'année prochaine. Et ou alors que ce soit un cadeau par exemple pour un enterrement de vie de jeune fille, et c'est toutes les meilleures amies de la future mariée qui vont se cotiser pour lui offrir une pièce, parce qu'en fait la copine en question les a bassinés avec alors moi je voudrais absolument un plastron honorable brodé à la main, etc. Et donc ça, le fait que ce soit pas accessible immédiatement par le prix, ça oblige à avoir une réflexion, comme on disait tout à l'heure, est-ce que je le veux vraiment, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et ça, même tu vois, pendant la partie confinement, moi la première, je me suis dit bon bah évidemment, je fais pas partie des essentiels, tu vois. Et en fait, très rapidement, j'ai eu des petits messages sur Instagram de gens, alors je postais des choses qui étaient pas c'était pas lié à des commandes professionnelles puisque tout était stoppé. En plus, je m'occupais beaucoup de mes enfants et tout ça, donc j'avais pas une production de dingue, mais je postais des choses qui m'inspiraient, je parlais de mon travail, mais d'une manière tout à fait différente que quand je suis en production. Et là, j'avais des messages de gens que je ne connais pas du tout, qui me disaient ah merci pour le beau, merci de me faire rêver, merci pour les images, merci pour le savoir-faire. Et là, je me suis dit, ah oui, en fait, je suis pas essentielle au sens premier degré du terme, mais en fait, évidemment, c'est important. Et j'ai une copine, Marie, qui a créé un podcast que tu connais peut-être, qui s'appelle Chamade, qui questionne notre rapport au beau. Et en fait, je me demande si elle l'a pas d'ailleurs démarré pendant le confinement, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est complètement ça. C'est que moi, ça m'a ouvert aussi, ça m'a vraiment aidé de me dire, ok, en fait, ce que je fais, ça a vraiment un sens et en plus, ça a une utilité. Alors que pour moi, à ce moment-là, l'accessoire, la mode, les bijoux, non, clairement, c'était pas utile. En fait, si, parce que le beau et moi, de mon point de vue, l'artisanat et faire des choses à la main, moi, j'en ai besoin pour respirer, en fait. Demain, si je devais arrêter mon job pour faire quelque chose qui n'a vraiment rien à voir, il faudrait qu'à chacun de mes temps libres, je puisse faire quelque chose de mes mains et de créer des choses. Sinon, je pense que je serais en dépression au bout de 2 jours. Mais il y avait vraiment ça. Les gens partageaient avec moi de dire si, c'est important, on en a besoin. Et je pense que du coup, s'offrir une pièce comme ça, c'est que la personne s'est questionnée, est-ce que j'en ai besoin ou pas? Et pas seulement un achat, tu vois, moi je regarde pas du tout les tendances, pourtant je vais sur les salons, etc., mais je me force pas du tout à utiliser la couleur de l'année. Si on me dit que l'animal de l'année c'était flamant rose, bon bah très bien, en fait, si j'ai envie d'en faire un, j'en fais un, si j'aime pas les flamants roses, j'en ferai pas. Mais du coup, ça va pas être un achat modeux particulièrement pour coller aux tendances. Mais ça va être quelqu'un qui aura réfléchi, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai envie, et qui prendra le temps. Et ça, je trouve ça encore plus flatteur pour mon travail. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a eu des moments où, bon, la partie Covid évidemment, mais en dehors de cet aspect-là, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as ressenti des choses un peu difficilement, toi, parce que on valorise souvent les succès, tout finalement, les réussites, etc. Mais dans ce long parcours de 6 ans, est-ce qu'il y a eu des périodes vraiment particulièrement difficiles où tu as remis des choses en question? Je pense qu'il y a plusieurs trucs. Alors, il y a le difficile dans ce que j'aime pas faire. Ça, clairement, c'est difficile et puis ça revient souvent. Mais ça va être toute la partie administrative, la compta, trouver le bon statut. Alors évidemment, je me fais accompagner parce que je suis passée par plusieurs statuts, donc j'ai parfois dû travailler avec des experts comptables, etc. Mais même si t'es accompagnée, t'es pas forcément comprise dans ta pratique.
Et ça, il y a une petite période où c'était pas forcément évident alors même chose avec ton banquier, enfin tous les gens qui en gros sont tes partenaires quand tu as créé ta boîte, mais qui vont te parler comme si tu avais 3 équipes avec 15 salariés, avec une grosse structure. Et en fait, souvent je vais leur dire non mais considérez-moi comme je suis artisan en fait, je suis toute seule, j'ai que mes 2 mains pour bosser et là, je mesurais à quel point il y avait un écart. Oui, parle comme si tu parlais à ton enfant de 12 ans. Mais exactement. Et puis c'est aussi et surtout qu'ils se rendaient pas compte, je pense, parce que quand tu montes, je sais pas, une SASU, une SARL ou quoi, t'es inscrit, t'as une entreprise, t'as une société, et donc en tant que société, tu dois pouvoir faire ça et ça. Mais en fait, au quotidien, j'avais la vie et le travail d'un artisan. Et du coup, il y avait des stress et des demandes qui étaient vraiment énormes, je trouvais, par rapport à moi, mon quotidien. Voilà. Et donc, d'ailleurs, ça fait pas très longtemps, tu vois, j'ai pris le statut d'auto-entrepreneur que je trouve bien plus en adéquation avec mon travail maintenant. Alors après, je verrai avec l'histoire des plafonds, tout ça, en plus, ça a changé, donc je trouve que c'est vraiment facile, hyper flexible. Mais pour le coup, quand tu dis à quelqu'un, par exemple ton banquier, que t'es en auto-entreprise, tout de suite, il t'imagine pas avec 20 personnes derrière toi. Donc le discours n'est pas le même. Et donc il reçoit tes demandes vraiment très différemment. Ah oui, donc vous travaillez seul. Il y a une espèce de truc où, oui, donc vous comprenez bien que en termes de délai, en termes de ce que tu vas être capable de faire, ce sera pas du tout la même chose. Donc ça, c'est toute une partie où c'est bien de déléguer, mais c'est important vraiment de trouver les bons partenaires. Et notamment, il y avait une comptable avec qui j'avais failli travailler, puis au final après j'avais changé de statut, donc c'était plus nécessaire, mais qui ne travaillait qu'avec des créatrices. Donc déjà que des femmes, et que des femmes qui travaillaient dans un univers créatif, qui, pour la plupart, ou pour certaines en tout cas, étaient mamans. Et du coup, il y a beaucoup de choses comme ça où je trouvais que c'était vraiment bien. Ouais, parce qu'en fait, quand t'es entrepreneur, homme, pas forcément à charge des enfants, quand il y en a un qui est malade, etc., en fait, ton quotidien, c'est clairement pas le même. Donc, entre avoir des salariés, pas s'occuper de tes enfants, ou être toute seule et être dispo, bien sûr, puisque t'es à ton compte. Dès qu'un enfant ou une maîtresse est malade, et en période de Covid, c'était toutes les semaines, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, il y a eu un petit temps où j'ai dû un peu prendre du recul là-dessus pour être capable après de m'affirmer et dire non, moi j'ai besoin d'être entourée par tel type de personnes pour telle raison. Ouais. Voilà, après en termes de difficultés, etc., à un moment j'ai cru que la solitude allait me peser. Et en fait non, pas du tout. Parce que justement, ma vie de famille est plutôt très speed et très mouvementée. Et quand les salons se sont arrêtés, je me suis vraiment dit ah mince, ce contact avec les gens, tous ces échanges, où est-ce que je vais pouvoir retrouver ça? Est-ce que je m'oriente et j'essaye de trouver un atelier partagé, tu vois, pour échanger avec des gens aussi au quotidien. Et en fait, les journées passent tellement vite que là, tu vois, j'ai un tout nouvel atelier que j'ai fait construire après 2 ans de travaux. En période Covid, les travaux sont des délais à rallonge, donc c'est un petit peu long et compliqué, donc je l'ai attendu très longtemps, mais en fait là c'est parfait, mes journées toutes seules. Alors après je travaille et je communique avec plein de gens au quotidien sur plein de projets, mais en fait j'avais peur de ça, que ce soit un problème. En fait ça me fait vraiment du bien de me ressourcer en étant tranquille, broder, etc. Puis au final, la broderie, c'est pas ce que je fais la majeure partie de ma journée. C'est sûr. Il y a tout un tas d'autres choses qui est avoir une entreprise ou avoir une marque. Et puis après, il y a la partie création. Mais c'est vrai qu'on passe pas 8 heures par jour à dessiner, broder, peindre, etc. C'est clair. J'aimerais bien, mais non. Et donc tu t'es lancé aussi dans cet univers B2C, donc en vente directe aux particuliers. Tu t'es lancé aussi dans la vente de kits directement à proposer pour qu'on puisse nous-mêmes aussi créer nos propres bijoux brodés.
Exactement. Alors, pour faire vos propres bijoux de maison. Parce que du coup, alors ça, depuis le début des bijoux honorables, on m'a souvent demandé est-ce que tu donnes des cours de broderie ou est-ce que ce serait possible de faire des kits pour que nous-mêmes nous fassions des bijoux honorables. Et en fait, ce serait beaucoup trop long parce que moi, j'ai mis des années. Et en fait, si je les simplifiais, si je les réduisais en termes d'échelle, on perd aussi beaucoup de ce qui fait le bijou brodé tel que moi je le fais. Par contre, alors c'était pas du tout prévu, mais je crois que c'est un petit peu grâce à Instagram et les gens qui sont dessus. C'est que je me suis autorisée à partager un peu plus ce que moi je faisais pour moi, pour tes propres loisirs. En termes de déco, c'est ça, qui était pas du tout que du bijou et de la broderie loisir, ou quand je teste des trucs qui peut-être par la suite se transformera en bijoux. Et le fait que j'ai vu qu'il y a eu un engouement, mais alors immédiat, je m'attendais pas à ça. Du coup, la petite idée est née de tiens, en fait, au lieu d'en faire juste un ou deux pour moi, peut-être que certaines personnes seraient intéressées. Et les bijoux de maison, forcément, j'utilise des matériaux qui sont moins petits, moins précieux que pour le bijou porté. Et du coup, j'ai sorti un premier kit. En fait, ça a été un carton. Les gens ont adoré. Ça a été sold out juste en quelques heures. Et pareil pour le deuxième, ça a fait planter mon site qui était un petit peu en fin de vie, mais alors ça l'a achevé immédiatement. Le coup de grâce. Mais complètement. Mais du coup, ça, ma grande surprise, ça a beaucoup plu. Et en fait, moi, j'ai découvert que j'adorais faire ça. Alors qu'on m'aurait dit, oui, est-ce que t'as essayé, est-ce que ça te brancherait l'univers des kits? J'ai jamais acheté de kit de quoi que ce soit de ma vie, je crois, ni tricot, ni quoi. Et en fait, on en revient toujours à cette partie de B2C, c'est que le relationnel est tellement plus intime, et que dans la partie créatif, loisirs et loisirs créatifs, etc., t'as que des échanges bienveillants, inspirants, sympas. Du coup, c'était genre, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, en fait, parce que c'est hyper agréable à faire. En termes de créa, moi, la mise au point, c'est beaucoup plus court que quand je crée un nouveau bijou. Et du coup, si je peux avoir les deux, c'est vraiment extra. Parce que ça me fait comme des petites récréations. À chaque fois que je me dis, ah là là, je ferais bien ça pour un prochain kit. C'est que dès que j'ai fini mes gros projets, que ce soit freelance ou bijoux, je me libère un peu de temps et j'en prépare un. D'accord. Et ça me plaît vraiment. Et tu les prépares un peu d'avance, c'est ça? Parce que j'ai cru lire, je sais pas si c'était hier ou ce matin, en tout cas, moi je l'ai lu ce matin, où tu disais que tu étais en train de préparer tes kits numéro 3, 4 et 5, c'est ça, en même temps? Ouais, alors en fait, je fais des protos. Soit j'ai des matériaux que moi je peux pas m'autoriser d'utiliser dans les bijoux parce qu'ils vont être trop gros ou trop lourds, ou alors j'en ai pas assez. Enfin voilà, j'ai certaines contraintes un peu techniques où on risque de s'accrocher aussi, ça je peux pas tout mettre. Par contre, il y a des trucs que moi j'adore, que j'ai dans l'atelier, que j'ai ramené de voyage, où je me suis dit j'ai des coups de cœur. Enfin là tu vois pas, mais tu vois là il y en a partout. Mais que je peux pas. Enfin, je suis hyper frustrée parce que je ne peux pas m'en servir dans les bijoux. Par contre, dans les bijoux de maison, là c'est possible. Et donc souvent ça va. Il y a les deux cas. Soit ça va naître d'une envie d'utiliser telle matière ou d'aller dans telle gamme de couleurs. Soit ça va être, j'ai vraiment un motif en tête. Et là, je me dis, ça sera trop gros, trop grand pour en faire un bijou. Mais en bijou de maison, ça pourrait être vraiment hyper sympa. Et du coup, là, c'est vrai que, comme un peu tout en termes de création, tu commences un modèle, ça te donne une idée pour le deuxième, qui te donne une idée pour le troisième, et là, c'est un truc sans fin. Et donc là, pour la fin d'année, alors je suis pas sûre, vu le timing, d'avoir le temps, mais j'en ai un qui sera nouveau en ex-voto et qui va s'appeler Le Précieux. Donc je suis en train de terminer le proto. Puis après, il y a la partie chiffrage, faut faire les images, enfin, tu connais tout ce qu'il y a derrière. Et du coup, celui-là, il sera avec des pierres semi-précieuses, des perles plus précieuses aussi, en céramique, en verre soufflé, etc., et des coquillages. Donc ce sera un poil kitsch, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ça me plaît bien en fait de faire ça. Et j'ai vu que sur Instagram, les gens ils suivaient en fait le côté kitsch, ils aiment bien. Et voilà. Et après j'ai aussi des petites choses plus abstraites que je suis en train de faire pour que ce soit vraiment accessible aux tout débutants en broderie. Donc il n'y a pas de points techniques hyper compliqués. Il y aura 2-3 points
de broderie vraiment niveau tout débutant. Et puis l'idée c'est comme ce sera pas aussi figuratif que les ex-voto, on puisse facilement en fait si on décale d'1 millimètre, si on ne suit pas exactement la ligne, c'est pas grave. Ouais. Ça va s'appeler les mini-mondes brodés, ce sera des petits paysages un peu la terre vue du ciel, tu vois, une façon de broderie. Bon, bah top. Donc on verra. Mais, pour l'instant, ça m'éclate carrément à préparer. Et les bijoux de maison, c'est toi qui as inventé le terme ou c'est un terme parce que donc le principe c'est de l'exposer chez soi pour décorer. Oui, exactement. Un mur. Exactement. En fait, ouais. Alors je suppose que ça existe déjà parce que quand moi j'ai tapé le hashtag, il existait. Donc ouais. Je suis pas du tout créatrice du terme. Par contre, quand j'ai essayé moi de raccrocher les wagons en me disant comment vais-je appeler cette chose, objet décoratif, dire que je me lançais dans la déco, c'était pas vraiment ça non plus. Et puis comme sur mon compte Instagram c'est l'honorable bijoux brodés, je me suis dit en fait bien sûr ça reste des bijoux mais pour la maison, pour décorer. En fait je vois aussi la façon dont les gens utilisent chez eux déjà certains de mes bijoux tout court. Et puis quand ils les portent pas, ils vont les mettre, ils vont les poser dans leur petit cabinet de curiosité. Ils vont les exposer. Il y en a certains qui les posent dans un petit cadre, enfin exactement. Donc, ça prenait tout son sens. Ouais, d'accord. Ouais, c'est génial. Je trouve que c'est hyper bien trouvé. C'est vrai que ça permettait d'un coup de poursuivre ce fil rouge du bijou, qui moi est vraiment le cœur de pourquoi j'ai créé ma propre marque. Et en même temps, j'ai toujours travaillé et dans la mode et dans la maison. Et quand j'ai créé l'honorable, je pensais pas être à 100% pour l'honorable. Initialement, je devais reprendre le freelance, donc en mode ou en maison, et puis avoir ma marque de bijoux à côté. Et en fait, dès les premiers 6 mois, l'honorable a pris toute la place. Mais au bout de quelques années, ça va faire 6 ans, c'est vrai que la partie déco, ça a commencé un peu à me manquer. Ouais, je comprends. Et est-ce que tu peux peut-être partager avec nous les personnes qui t'inspirent ou les sujets qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a peut-être des créatrices un peu chouchou que tu apprécies particulièrement aussi? Parce que je crois savoir que tu aimes découvrir, et notamment grâce au podcast, tu aimes découvrir des nouvelles personnes. Donc voilà, est-ce que tu en as à partager avec nous? Carrément. Alors par exemple, cette année, j'ai enfin réussi à me dégager un petit créneau pour apprendre à coudre. Donc ça fait des années que je repoussais et que j'en avais très envie. Et du coup, il y a une créatrice qui coud tout ce qu'elle porte, vraiment tout. La lingerie aussi, je crois, on va lui redemander. Qui s'appelle Emma et son compte sur Instagram c'est Emma Popadict. Et du coup, je sais pas comment dire, elle a une façon de gérer son compte, je dirais hyper décomplexée. Et pour l'avoir rencontrée il y a quelques mois, elle est vraiment aussi fraîche, aussi enthousiaste dans la réalité qu'elle l'est sur son compte Instagram. Et je trouve ça hyper agréable. Et en plus, elle a cette générosité de te partager en fait tous ses savoir-faire. Que ce soit en couture, elle partage beaucoup de tutos. Elle est vraiment hyper généreuse dans sa pratique. Et tout récemment, elle s'est mise à son compte aussi pour être coach Instagram et pour accompagner plus spécifiquement des créatrices. D'accord. Et donc nous, on s'est rencontrés, je crois, au moment où elle a lancé ce truc-là. Et donc c'est vrai que parmi tes invités, je trouve qu'Emma est vraiment entre les deux. De temps en temps, t'as fait des petits épisodes un peu capsules sur le marketing, sur même les réseaux sociaux, enfin sur plein de choses comme ça. Et Emma, elle a ces deux casquettes. Ouais, exactement. Okay. Et il y a aussi, je pense à Sarah, elle s'appelle Sarah Morin, je crois que son compte c'est Sarah Morin, qui fait des objets, alors soit des objets de design, soit principalement des luminaires, qu'elle fabrique donc elle-même, à partir de calebasses qu'elle fait pousser elle-même, donc elle les cultive. Elle les fait sécher, elle les creuse. Après, faut aller voir un peu sur son compte tout le process. Et ensuite, elle va les peindre, elle va les entourer et les encoller de ficelle. Enfin, ça devient des objets de design vraiment, moi je trouve très très haut de gamme. Et elle a une manière de travailler avec une éthique et une réflexion hyper éco que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est hyper beau. Elle a un sens de la couleur canon. Je pense que ça pourrait beaucoup plaire
à tes bêtises. Ça marche. Bon, ben, on va aller découvrir tout ça. Pour rappel, je le dis pas souvent, mais en fait, à chaque fois qu'on parle de personnes, je les cite, je les nomme dans les notes de l'épisode. Donc, vous pouvez toujours, retrouver et y revenir plus tard si vous n'avez pas été regardé tout de suite. Ça marche. Ok. Et ben super. Et ben donc, on a fait un bon tour de ton univers. Est-ce qu'il y a des choses encore dont on n'aurait pas parlé, Elodie? Non, écoute, j'avoue qu'on a discuté déjà de pas mal de petites choses. Je tenais à te remercier parce que j'avoue que l'épreuve du podcast, c'était pas une mince affaire pour moi. Mais je crois que fin 2022, c'est un peu l'année de tous les challenges pour moi en termes de timidité, etc. Parce qu'un petit truc aussi que j'ai démarré il y a vraiment peu de temps, c'est d'organiser des ateliers créatifs. Donc là, j'en ai fait pour l'instant avec les techniques du métal à repousser. Et ça, même chose, en gros, c'est grâce à Instagram, moi qui n'étais à la base pas du tout réseaux sociaux, c'est fou, de m'autoriser. Et ça, c'était un petit conseil d'Emma qui m'avait dit, mais qu'est-ce que t'as à perdre, en fait, à partager les choses qui t'inspirent, puisque tu vas sur ce même réseau social exactement pour ça. Ouais. Donc, voilà, j'ai un peu mis de côté la timidité, etc. Et puis, j'ai partagé des choses que je créais vraiment d'abord pour moi. Et même chose, en fait, il y a eu un tel engouement qu'avec Henri Henriette, qui est une mercerie qui, je pense, te plairait vraiment, vraiment beaucoup. C'est une mercerie créative à Nantes. Du coup, Aurélia, la maîtresse des lieux, m'a proposé de faire des ateliers sur place. Et ça a été dingue, en fait. L'expérience, là encore, en fait, je crois, ce relationnel direct avec un public qui est pas du tout un public... c'est pas des consommatrices ou des acheteuses de produits finis. C'est vraiment des gens qui viennent à la recherche d'une expérience, d'un savoir-faire. Et là, gros coup de cœur en fait. Donc moi qui me sentais pas du tout capable de ça, en fait j'adorais. Donc maintenant on a prévu d'autres dates et c'est trop chouette. Bon, alors si 2022 c'était fin 2022 t'as dit l'année de tous les défis, 2023 tu continues sur ta lancée. Ah, ça va être l'apothéose, là. Ah, là, l'atelier, ça y est, il est presque terminé, ça va être le feu. Oui, j'ai cru voir aussi que t'étais un peu en travaux. Ah oui, complètement. Non, mais cette histoire, c'est les travaux sans fin. On t'annonce que c'est terminé, mais en fait, non. J'y crois quand même. Normalement, fin 2022, on pourra signer, je sais plus comment ça s'appelle, mais les documents officiels disant que ça y est, c'est terminé, le chantier est rendu et c'est bon, on passe à autre chose. Bon, très bien. Seulement 2023. Ouais. Alors nous on est fin octobre là quand on enregistre, je sais pas encore quand est-ce que je vais le diffuser, mais on est fin octobre et effectivement c'est toujours cette fin d'année, tu sais, qui s'approche et tout doucement et tu te dis bon c'est encore en même temps un peu tôt pour se projeter sur l'année suivante et en même temps ouais, si, elle est là n'allons quoi. pas trop non plus parce que voilà. C'est pas ce qui peut encore nous arriver. Il peut y avoir exactement. Mais bon, en tout cas, il y a de chouettes projets à venir et ça fait plaisir. Bon, super, parfait. Pour conclure cet épisode, de quoi tu es la plus fière ? De quoi je suis la plus fière on va dire que d'un point de vue général, je mettrais mes enfants en numéro 1, ça c'est sûr, je crois. Et si on parlait côté boulot, je dirais ma marque, mais pas dans le sens, pas dans les créations que j'ai pu faire, pas d'un point de vue produit ou business, mais plus dans l'idée d'avoir osé le faire et dans tout ce que justement l'aventure de créer sa marque peut représenter. Et d'avoir traversé justement ces 6 années en jonglant avec les deux, plus ou moins bien parfois, mais en gardant l'idée que c'est pas incompatible et que j'ai justement bien fait à cette époque-là de pas attendre que mes enfants soient grands ou pas renoncer à l'un des deux projets. Et je crois que c'est ça, c'est surtout le chemin parcouru plus que une fin en soi. Bon, super. Eh ben écoute, merci beaucoup Elodie, c'était hyper intéressant. Je trouve qu'on est bien alignés sur la manière dont on voit les choses, donc je me régale avec toutes ces conversations, c'est de plus en plus le cas. Même sans doute avant, en fait, je pense que dès lors qu'on partage l'amour de l'artisanat et du fait main, du beau et tout ça, en fait, on est quand même assez raccord, quoi.
Ouais, complètement. N'arrête pas, Mélanie, hein, parce que moi, je guette chaque sortie de nouvel épisode. Et quand je suis justement dans des petites périodes de broderie, où ça y est, je suis en pilote automatique, hop, je me mets un petit épisode. C'est un bonheur. Bon, eh ben écoute, j'ai pas prévu d'arrêter. Et c'est trop gentil. Merci beaucoup. Merci mille fois, Elodie. À bientôt. Très bientôt, au revoir. Me revoici. Je vous invite à aller retrouver Elodie sur son compte Insta, l'Honorable, et à lui faire un petit coucou. C'est toujours hyper cool pour les invités d'avoir votre retour en direct. Et de mon côté, évidemment, c'est pareil. J'aime beaucoup vous lire et savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. Donc rendez-vous sur Instagram sur le compte Podcast Fait Main. Si vous aimez le podcast, je vous encourage vivement à profiter de ces quelques instants de fin d'épisode pour aller sur votre appli de podcast préférée, donc celle sur laquelle vous écoutez le podcast potentiellement, et mettre une note au podcast. C'est un super coup de pouce pour faire découvrir le podcast plus largement. D'ailleurs, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire de 2 manières, en parlant du podcast autour de vous, donc sur Instagram par exemple, en relayant les épisodes. Il y a également de vive voix à vos amis créatifs, ça marche aussi. Et puis vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. Tipeee, c'est la plateforme de financement participatif des créateurs. Et ce soutien est très important pour moi parce que ça permet de donner de la valeur à tout ce temps que je passe à animer le podcast. Je sais que vous vous rendez pas forcément compte, évidemment, du temps que ça prend, mais préparer un épisode du début jusqu'à la fin, c'est une 10aine d'heures de travail. Voilà, donc un immense merci aux auditeurs qui l'ont déjà fait. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et n'oubliez pas de toujours prendre un moment pour créer dans votre quotidien. À bientôt!